C'est vraiment un projet extraordinaire. Je sais pas si mes équipes se rendent compte de ce qu'on a fait. En fait, quand tu es dans l'effort, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire parce que tu finis par y arriver. Il y a un énorme point commun qui est sur la capacité à expliquer, répéter, vulgariser et emmener les gens avec toi. Et je pense que c'est ça qui fait un grand tech leader. C'est vraiment cette capacité, cette force de communication et de conviction, presque plus que tes compétences techniques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série thématique Tech Rocks dédiée aux speakers de notre prochain Tech Rock Summit. Ce Tech Rock Summit se tiendra les 1er et 2 décembre 2025 au Théâtre de Paris. Donc, je suis Marion Guibaudot et je suis CTO Medical Device dans la société Genside Biologics. Je suis vraiment ravie aujourd'hui d'accueillir Julien Jouot, qui est CTO chez Le Bon Coin. Bonjour Julien. Bonjour Marion. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, je vais essayer de faire court. Je suis CTO du Bon Coin depuis 2017 et après j'ai un parcours de, une vingtaine d'années d'expérience. J'ai fait 10 ans de telco, j'ai fait un peu de start-up et puis, j'ai atterri chez Le Bon Coin et comme tu vois, j'ai un parcours assez long, chez Le Bon Coin parce que j'ai eu à peu près 17 vies, je pense chez Le Bon Coin. Même, en étant CTO, j'ai fait plein de trucs différents donc, je continue à m'amuser. Et donc, quelles sont tes missions aujourd'hui en tant que CTO chez Le Bon Coin? C'est des missions classiques de CTO, à la fois driver la stratégie technologique de la boîte, le développement des produits et puis, là, en ce moment, toute cette transformation autour de l'IA que tous les CTO doivent faire et après, bon, des missions classiques de management, de gestion budgétaire et cetera. Si jamais tu, voulais citer quelques moments, rencontres, découvertes qui ont été clés pour toi dans ton parcours professionnel, tu parlerais de qui? Tu parlerais, de quoi? Dans mon parcours pro, je pense que j'ai eu pas mal de chance. Alors j'ai beaucoup bossé, hein, je suis un bosseur, mais je pense que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens, qui m'ont aidé ou qui m'ont tendu la main. Tu vois, quand j'ai commencé, vraiment mon début de carrière, j'étais chez Neuf Télécom à l'époque. J'ai rencontré, quelqu'un qui s'appelle, Jérémy, qui était, en charge du développement du projet de télé numérique, à l'époque, puisque ça remonte à l'époque où, Free et Neuf se sont lancés dans, le développement de la télé par ADSL, donc c'était 2005 ou 6 et il m'a tout de suite, pris sous son aile, aidé à aid enfin il m'a pris en stage, il m'a aidé, il m'a formé, donc c'est quelqu'un à qui, je dois le début de ma carrière et qui m'a beaucoup aidé et puis, je crois que il y a l'arrivée chez Le Bon Coin, ça a été vraiment un truc, assez, particulier, je pense, au sens où, j'ai rencontré, tout de suite le CEO, j'ai rencontré le CTO de l'époque parce que j'étais pas, embauché en tant que CTO et c'était des gens, 1 très bienveillants, 2 prêts à te faire grandir, à t'aider dans une boîte qui est une boîte particulière, je trouve qu'il y a un ADN particulier, que je j'ai pas retrouvé, dans mon parcours précédent et donc, que ce soit mon CEO actuel ou, cet ancien, CTO à l'époque, je pense que c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière et puis, j'ai un partenaire, CPO qui est assez génial aussi, je pense qu'il est, ouais, c'est presque devenu un ami, je dirais parce qu'en fait, on est tellement, tout le temps en train de bosser ensemble. On s'agace mutuellement de temps en temps, mais on est, vraiment, partner in crime, tous les 2 tout le temps, et on a créé une relation très forte parce que bon, parce qu'on en avait besoin, mais aussi parce que, c'est quelqu'un, qui comprend un peu la tech, qui a une énorme vision produit et c'est très complémentaire avec ce que je fais moi donc c'est une personne que j'apprécie et qui est un vrai driver dans ma carrière. Merci, merci Julien. Tu évoquais, l'ADN particulier, du Bon Coin. Tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est les valeurs d'entreprise qui sont très perceptibles. Elles sont, chahutées tout le temps, dès qu'il y a une transfo, c'est toujours, compliqué, mais dans les valeurs, quand les valeurs ont pas beaucoup bougé depuis que je suis arrivé. Quand je suis arrivé, on m'avait dit à l'époque qu'il y avait, dans les valeurs, la proximité, l'engagement, la créativité et en fait, c'est des trucs tout cons, mais qui ont fait tout de suite que, j'ai eu l'impression de les vivre tout de suite. C'est des trucs aussi bêtes que, tu prends l'ascenseur le matin, les gens te disent bonjour et t'appellent par ton prénom. Tu peux rentrer dans le bureau du CEO, quasiment, n'importe qui peut le faire et discuter avec lui. Alors évidemment, il faut le faire avec certaines formes, mais globalement,
Moi, j'ai fait 10 ans de telco avec le CEO qui était mon N+25, hein, donc si tu veux, cette proximité n'existait pas. Et puis, tu peux poser des questions à tout le monde, challenger, et ça se retrouve pas chez tout le monde. Et puis, cette notion d'engagement qu'on avait presque plus au début quand on était plus petit, parce que j'avais l'impression de rentrer dans une start-up de 500 à l'époque. Là, maintenant, on est 1500, on est devenu gros, mais il y a quand même des gens ultra engagés dans cette boîte qui sont là pour la boîte, pour continuer à la faire grandir, parce qu'on croit à la mission de l'entreprise aussi, parce qu'on croit qu'on peut avoir un impact sur la société, qu'on peut pousser la seconde main très loin, qu'on peut aider sur l'aspect environnemental, et que c'est toujours mieux d'acheter de la seconde main que d'acheter du produit neuf fabriqué en Chine. Voilà, donc c'est ça, ouais, les valeurs de la boîte. On sent ta passion pour ton rôle et ta mission et donc tu as dû, rencontrer un certain nombre de projets, particulièrement passionnants. Si tu veux en citer quelques-uns, ce seraient lesquels? Le dernier en date, qui a été, passionnant, compliqué, dur à fermer aussi à la fin. Il y a 3 ans, j'ai été nommé, moi, CPTO du groupe. Donc je suis monté, dans le groupe pour prendre une mission, c'est prendre la plateforme Le Bon Coin et la rendre, enfin la mettre à l'échelle de tout le groupe Adevinta avec, toutes nos filiales dans les pays étrangers, donc Italie, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Canada majoritairement. Et donc on avait entamé ce gros projet de transformation, c'est-à-dire, rendre la plateforme, multi-tenant, multi-brand, multi-currency, et puis la déployer à l'échelle des différents pays. On avait commencé à déployer en Allemagne. Bon, le projet s'est arrêté puisque l'entreprise a été rachetée en mai 2024. Donc on a fait machine arrière sur cette stratégie. C'est un énorme projet. Enfin, je ne sais pas si j'en ferai un aussi gros dans ma carrière. Je gérais 2 500 personnes à l'époque, des profils dans tous ces pays, avec des problématiques aussi très marrantes que j'avais jamais vues, c'est-à-dire les cultures des pays et la façon de bosser qui est extrêmement différente. Quand tu drives pas des équipes néerlandaises comme tu drives des Espagnols ou des Français, ça marche pas du tout pareil. Et arriver tu vois, à faire adopter ce projet à l'échelle européenne, c'était vraiment un challenge de fou. J'ai mis beaucoup de sueur et d'énergie dans ce projet-là. Les équipes Le Bon Coin en France ont mis aussi beaucoup, beaucoup de leur énergie là-dedans. On a dû l'arrêter pour ça, pour un changement de stratégie qui est compréhensible aujourd'hui, mais c'était un peu dur cette fin de projet. Mais en tout cas, c'est un projet de malade. C'est vraiment un projet extraordinaire. Je sais pas si mes équipes se rendent compte de ce qu'on a fait. En fait, quand tu es dans l'effort, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire parce que tu finis par y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Oui, un pas après l'autre et finalement tu as continué d'avancer et c'est seulement en te retournant que tu te rends compte du chemin que tu as parcouru alors que chaque pas était difficile, mais c'était un pas. Exactement. Et je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Francis quand on discutait dans le cadre d'un des dîners Tech Rocks qu'on fait de temps en temps et dans lequel on échangeait, où il me disait t'es un grand malade. En fait, ce qu'on était en train de faire, on était en train de faire ça. En même temps, on était en train d'implémenter SAP à l'époque à l'échelle de toute la boîte, et on migrait en même temps tous les pays sur le cloud parce que tous n'y étaient pas, et on faisait tout en même temps. Et il m'avait dit, t'es un maboule, enfin, tout faire en même temps, vous n'allez pas y arriver. Mais en fait, on était en passe d'y arriver. C'est vraiment le changement de stratégie. Alors, tous les pays ont migré sur le cloud, SAP est en place. C'est juste ce projet-là qui s'est arrêté. Mais c'était vraiment une période assez dingue dans ma carrière. Merci pour ce partage et donc fort de tous ces éléments que tu nous as partagés, c'est quoi pour toi un tech leader? Je pense, il y a un énorme, au-delà vraiment des compétences, des hard skills, qui sont en vrai, je pense uniques à chacun. Il y a un énorme point commun qui est sur la capacité à expliquer, répéter, vulgariser et emmener les gens avec toi, et je pense que c'est ça qui fait un grand tech leader. C'est vraiment cette capacité, cette force de communication et de conviction, presque plus que tes compétences techniques, parce que tu imagines bien que quand je gérais 2 500 personnes, je suis incapable de discuter techniquement avec chacun des ingés de la boîte. Ils ont des hard skills qui sont bien plus développés que les miennes sur des domaines de compétences que je maîtrise pas à 100. Mais par contre, être capable de leur expliquer le contexte, pourquoi on fait les choses, et de les emmener avec toi sur une vision moyen terme, c'est ça, pour moi, le grand tech leader. Tu évoquais, tout à l'heure, un échange avec Francis lors d'un dîner Tes Crocs.
Donc ça, c'est une interaction que tu peux avoir avec tes pairs. Quelles autres interactions avec tes pairs tu as, dans ton quotidien pour, continuer à avancer toi en tant que CTO, tech leader? En fait, on a la chance de se connaître, je fais partie des anciens de TechRox, donc j'ai de la chance de connaître, pas mal de tech leaders, du groupe, et donc régulièrement, on s'envoie des messages, on se ping sur, des problématiques qu'on connaît, de chacun d'entre nous, soit parce que, on sait que, une des entreprises, dont le CTO fait partie de TechRox travaille sur un domaine qui nous intéresse, soit parce qu'on a des contrats commerciaux, soit parce que, juste, on se connaît et on partage depuis suffisamment longtemps pour pouvoir partager, notre expérience quotidienne et se poser des questions, ça en fait, un des trucs que j'ai vu depuis que je suis CTO, c'est que quand tu es CTO d'une boîte, notamment si elle commence à être au-delà de la scale-up, tu te retrouves assez seul dans ton domaine parce que le reste des comex comprennent pas nécessairement ce que tu fais. Donc tu passes beaucoup de temps à justement vulgariser, hein, ce que je te disais tout à l'heure sur, c'est quoi un tech leader, et du coup, tu as peu de gens avec qui tu peux échanger, challenger tes approches et cetera, et TechRox m'a beaucoup aidé avec ça. J'ai beaucoup échangé, avec Francis, avec Dimitri, au tout début, ça m'aidait beaucoup, et je continue avec, tu vois, avec Julien Mangeard, j'ai des échanges très réguliers. On se voit une fois par an à Vivatech, on échange, les actus de l'année, et on partage des expériences qui sont pas les mêmes en fait. On est venus de points d'entrée différents et on a des expériences, qui se rejoignent, mais, par des chemins qui sont, pas les mêmes, et donc en fait, on a beaucoup de retours d'expérience intéressants, les uns pour les autres. Ça permet de multiplier les points de vue, sur les mêmes problématiques, Ouais, clairement, et puis on a tous, même des problématiques, pratico-pratiques, tu vois? On échange régulièrement sur, j'en sais rien, des sujets comme, crédit impôt recherche, par exemple. De temps en temps, il y a des sujets qui pop comme ça où on se dit tous: «Oui, bon, on en fait, c'est quoi les bonnes pratiques, pour le faire bien?» Et TechRock, ça aide pour ça parce que sinon, bah, tu lis, 20 000 sites internet pour essayer de trouver que c'est quoi la bonne méthode. Là, ça va un peu plus vite, c'est plus efficace et tu as des vrais retours d'expérience de gens qui ont fait traiter les sujets. Crédit impôt recherche, c'est un sujet, anecdotique, mais ça peut être des sujets de transfo, ça peut être des sujets, plus techniques, et tu des vrais retours d'expérience qui ont beaucoup de valeur. On fait ce podcast aujourd'hui parce que tu vas participer au Tech Rock Summit de décembre prochain dans le cadre d'une table ronde. Est-ce que tu peux nous dire, sur quel sujet va être cette table ronde et comment tu vas y participer? On va faire une table ronde, sur, l'adoption de l'IA, notamment l'IA générative, dans les entreprises, et comment on fait cette transformation, le mieux possible, pour, adopter cette innovation, à l'échelle de la boîte et pas juste à l'échelle du produit. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et notamment parler, déjà de ce que vous avez démarré, au Bon Coin, qui dans 6 mois sera forcément, bien plus avancé parce que tout bouge très, très vite sur ce sujet? Ça fait partie des grosses problématiques justement, c'est qu'on démarre des choses et que ça bouge tellement vite qu'on n'est pas sûr, exactement du résultat obtenu. On est dans un écosystème qui bouge énormément, et toutes les semaines, il y a des nouveautés, des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire, qui arrivent. Par contre, on a démarré effectivement une transfo qui est une transfo de boîte. Un de nos enjeux, c'est de faire en sorte que, ce soit pas une transfo tech only, ou que ce soit la tech qui pousse les autres départements de l'entreprise à se transformer. Donc, aujourd'hui, on a fait en sorte d'employer des process de changement et de transformation d'entreprise qui sont des process globaux avec, on essaye de faire un mix de top-down, bottom-up, et d'enablement. Je sais pas si c'est le bon terme, je sais pas exactement comment le dire en français. On va essayer de donner les moyens à toute la boîte de se transformer en même temps. L'idée, c'est de se dire que si c'est que du top-down poussé par le management, ça prendra pas, la transfo est trop grosse. Si c'est que du bottom-up, bah, en fait, ça va mettre trop de temps, ça va être très long, et juste, filer des moyens, sans avoir de vision et de direction, ça marchera pas non plus. Donc en fait, on essaye de combiner toutes ces approches pour faire en sorte que d'ici 1 an à 18 mois, on ait vraiment, adopter l'IA, comme un outil dans tous les départements de l'entreprise. L'idée, c'est de monter notre productivité, hein, clairement, de façon à être, plus efficace. Aujourd'hui, si tu regardes notre capacité à produire, elle est ralentie partout par des choses, manuelles, pas automatisées, des choses pas efficaces, partout, et là, on se dit qu'on a une opportunité d'être vraiment, vraiment plus efficace, et donc du coup, de servir mieux nos utilisateurs à la fin. Parce que ce qu'on veut, c'est produire plus, donc plus
être meilleur en time to market, délivrer plus de fonctionnalités pour les utilisateurs et à la fin, fournir de meilleurs services. Pour, vous lancer sur ce projet, vous avez commencé, par quoi et quelles sont les différentes étapes, que vous prévoyez, dans les prochains temps? Ouais, on a commencé par 6 mois d'études déjà, enfin c'est là on se parle maintenant de mise en œuvre, mais en fait depuis janvier on étudie le domaine, le sujet, on essaye de faire un état des lieux de là où on est. On a pas mal discuté aussi au niveau Adevinta, au niveau du groupe, pour savoir si on avait des stratégies communes ou pas communes. Est-ce que, il y a des outils qu'on prend en commun? Est-ce qu'on peut avoir des effets d'échelle sur le procurement, sur les achats? Et puis, ensuite on a décliné une stratégie, locale et maintenant là, on est en train de la mettre en œuvre. Encore une fois, tu vois, on pense que c'est une transformation d'entreprise parce que c'est une transformation qui dépasse le cadre de l'entreprise. Ce que je dis toujours à mes collabs, c'est que globalement, à partir du moment où c'est arrivé dans la vie de ta mère, ou de ton cousin, c'est que c'est une transformation qui a déjà pris et qui est déjà mainstream. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ma mère utilise ChatGPT, hein, donc cette transfo, on peut pas l'ignorer, en fait, elle est là. Maintenant, la question, c'est comment tu l'adoptes au mieux dans l'entreprise. Et donc, du coup, là, on a commencé à essayer de se structurer autour de ça. Vraiment, notre enjeu, c'est d'être plus efficace. Donc, on veut faire en sorte d'optimiser ou d'automatiser tout ce qu'on peut dans tous nos départements. On a une direction projet qui est en place. On a du support technique pour aller aider tous les départements. On va former 100% de nos collaborateurs, histoire de, tu vois, de monter le niveau général de l'entreprise et des connaissances de chacun. On va faire de la com interne parce que c'est du change management. On va essayer de mettre en évidence, tu vois, les use cases qu'on arrive à faire qui marchent bien pour montrer aussi le potentiel et faire en sorte que ça prenne partout. Je ne sais pas si on y arrivera, honnêtement. Je ne sais pas si on y arrivera parce que je ne sais pas si on a les moyens de nos ambitions. Je ne sais pas non plus si ce que je prévois aujourd'hui, c'est ce qu'on va vraiment mettre en œuvre, dans un an. On verra déjà au summit, je pense, si ça a bougé entre ce que je prévois de faire maintenant et les premières mises en œuvre, tu vois, à la rentrée et en décembre. Mais le projet est passionnant en tout cas. Donc ton intervention, ça se permettra de partager un point d'étape avec, déjà plusieurs mois de recul. Quand on a préparé, ce podcast, tu me disais que, ce qui était notamment très important pour toi, c'était que l'équipe tech, étant donné le type d'outil, est très impliquée et très à la manœuvre. Néanmoins, l'idée n'est certainement pas de faire pour les, collaborateurs du Bon Coin, mais de les aider à mettre en place, à mettre en œuvre. Tu as parlé de formation, est-ce qu'il y a des pratiques, en particulier de transfo que vous avez l'intention de mettre en place spécifiquement pour pouvoir les accompagner sur ce point-là? Bah, en tout cas, un des trucs que je peux te dire, c'est que ce que je vois arriver ou ce qui me paraît assez clair là maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait faire qu'il va falloir qu'on fasse, nous-mêmes. C'est une vraie transfo. J'ai eu des discussions, par exemple, pas mal avec notre CMO sur, aujourd'hui, on fait faire, des contenus vidéo à des agences en externe. Si on a les outils et qu'on peut faire nous-mêmes, peut-être que dans un an, on fera moins appel à des agences. Je pense pas qu'on fera plus qu'en fait, on fait plein de choses, avec une certaine qualité, mais quand tu produis en masse des contenus, j'en sais rien, si tu penses à des contenus, de 10 secondes pour des réseaux sociaux, est-ce que tu as besoin d'aller payer une agence pour faire un truc ultra quali? Ou est-ce que tu peux arriver avec, des outils type Sora ou des outils équivalents, enfin des outils qui font du prompt to vidéo? Est-ce que tu peux arriver à produire plus vite et d'une qualité suffisamment acceptable pour que ça devienne ta source, de production, primaire? Moi, je pense que ça arrive, je pense que dans quelques mois, on en sera là et pour ça, il faut complètement transformer, revoir la façon de travailler et changer. L'équipe tech, elle va aider, notre équipe tech là, elle va aider à mettre en œuvre les premiers use cases, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle pourra pas supporter, on est 1 500, elle pourra pas supporter les 1000 cas qui vont émerger de, agents, autonomes qui vont aider chacun des départements. C'est impossible en fait, sinon il va me falloir énormément de monde et donc on est plutôt dans une philosophie de faire émerger des champions locaux dans les départements, 2 plutôt train the trainer quoi. C'est-à-dire que ces champions-là, tu les entraînes suffisamment pour qu'ils soient capables eux-mêmes d'expliquer en local et de se former, en permanence pour
aider chaque département à faire ses use cases et les faire évoluer. En conséquence, tu imagines que ça va avoir, quel type d'impact sur ta roadmap, notamment la roadmap, produit et tech, au bout du compte? Comment tu vois ça? Il y a 2 aspects. Le 1er, c'est qu'on donc on a isolé quelques profils tech, qui vont aider à faire cette transfo. Donc eux, ils vont plus produire, au sens, développer du produit, c'est pas très grave. On est quand même, côté tech, 450, donc je peux me permettre d'isoler quelques ressources pour aider la transfo de la boîte, ça c'est pas le sujet, ça va pas impacter massivement notre productivité. Par contre, on attend dans les 2 ans à venir, des gains de productivité de l'ordre de 25 à 30 côté juste côté tech, parce qu'on va s'outiller, d'agents pour le développement, d'outils de mesure de productivité, parce qu'on va automatiser, les code reviews, parce que, enfin, tu vois toutes ces étapes, du process de développement qu'on va essayer d'optimiser, vont, en théorie, nous faire gagner, ces gains-là. Après je pousse beaucoup, notamment dans les discussions avec notre board, sur le fait que c'est pas suffisant parce qu'en fait le lead time, de ton projet, donc le temps entre l'idée et la mise en œuvre, concrète, c'est-à-dire que ça arrive dans les mains de ton utilisateur. Le process de développement au milieu, c'est une petite partie d'un process beaucoup plus long dans lequel tu fais, des spécifications en amont, des tests utilisateurs, tu développes des maquettes, tu fais des UX, tu crées tu découpes ton projet, ensuite tu le files aux développeurs. Ensuite, les développeurs font des étapes, ils testent. Ensuite, on va déployer avec un AB test, pour, s'assurer que ce qu'on a développé correspond bien aux besoins, tu vas ajuster, faire quelques allers-retours, ensuite tu vas mettre en production et c'est toute cette chaîne en fait qu'il faut optimiser. Si tu optimises juste la partie du milieu qui est la production de lignes de code, tu vas pas obtenir les gains que tu veux. Donc en fait, on travaille vraiment sur toute la chaîne et toute la chaîne, ça dépasse le cadre de PNT parce que les spécifications initiales, elles sont faites par des équipes, côté business développement par exemple. Si eux, j'arrive à optimiser leur phase d'étude, bah, j'optimise, tout cet ensemble, ouais. Oui, c'est vraiment l'ensemble du cycle de vie du produit, du démarrage, des nouvelles spécifications jusqu'à la mise en prod et le maintien en production qui doit être, concerné et pas uniquement, qu'on va voir parfois de l'extérieur, comme étant, le développeur fait des lignes de code. Mais en fait, le produit, c'est bien plus large que ça. Exactement, c'est bien plus large et même le boulot du développeur, aujourd'hui et si c'est bien plus large que ça aussi, tu sais, on peut le segmenter en 10, 15, 20 tâches différentes, en fonction des boîtes. Faut pas optimiser juste la petite partie du milieu parce que sinon, toi quand tu regardes, l'ensemble, tu vas pas gagner, les gains que tu veux gagner. Dans tout ce projet, tu as des écueils que tu as déjà identifiés? Si oui, comment tu imagines, les traiter? Sur le plan humain ou sur le plan plus, tech? Non, ce que je vois, c'est qu'on a déjà pris des décisions, nous, qui sont aujourd'hui pas suffisamment basées sur de la data, et ça me gêne un petit peu. Il fallait avancer, donc on a avancé, mais tu vois, par exemple, on a fait une expérimentation justement sur les outils pour les devs. Quelle suite agentique tu veux utiliser? Est-ce que c'est, Claude Code, Copilot agentique? Est-ce que c'est, Windsurf avec leur LLM, en propre? Ou est-ce que c'est encore un autre outil? Et on a fait, du coup, on n'avait pas d'outil précis pour mesurer la productivité, de nos équipes, donc on a fait des surveys, donc on a mixé du quali, du quanti, mais le quanti c'est pas ouf, la qualité de ce qu'on obtient comme résultat et du coup, on a pris des décisions basées sur ces datas-là, que je trouve aujourd'hui pas folles. Si je pouvais revenir en arrière, je me serais battu pour mettre en place des outils de mesure de productivité plus efficaces, avant de lancer les expérimentations de façon à avoir des vrais résultats, pertinents. Au-delà de ça, vraiment sur cette partie, développement, développement logiciel, on a aussi filé des outils, à nos devs en leur disant: «Testez», mais on les a pas accompagnés et ça, c'est une énorme erreur parce que, aujourd'hui, si tu prends un outil comme, j'en sais rien, Claude Code qui est assez disruptif en termes de façon de travailler pour un dev, s'il a l'habitude de bosser dans un IDE plus classique à la VS Code, c'est un paradigme très, très différent et s'il n'est pas accompagné, expliqué comment s'en servir et comment s'en servir bien, en fait, les premiers résultats sont pas bons, mais ils sont pas bons
pas parce que l'outil est mauvais, mais parce qu'on s'en sert pas bien. Et ça, aujourd'hui, nous, on l'a vu clairement quand on a fait les tests, quand on a fait les expérimentations, si tu veux, on avait la productivité, cette productivité toute relative qu'on mesurait, qui baissait avant de se mettre à remonter une fois qu'on avait vraiment appris à s'en servir. Ça montre, aussi que tout ce qui est facteur de confusion, est à regarder de façon, précautionneuse parce que finalement on peut avoir une baisse, bah, dans ce cadre-là de productivité, non pas à cause, de la qualité de l'outil, mais, de la façon de s'en servir et c'est pas forcément toujours très intuitif. Ouais, et puis surtout, il y a beaucoup de hype, on entend beaucoup parler de ces gains de productivité partout, hein, pas que chez les devs, mais partout. Moi, ça me gonfle un peu, ce truc-là, parce que les gens qui en parlent, décrivent pas suffisamment la manière de faire pour les obtenir, et donc en fait, ça fait briller les yeux des investisseurs ou des gens qui vont gérer les budgets et qui vont, grosso modo, attendre ces gains, mais ils ont aucune idée de comment faut mettre en œuvre, et quand toi tu te frottes à la mise en œuvre, tu as pas suffisamment de retour d'expérience. Donc en fait, tu obtiens pas les résultats attendus, et donc derrière, ça te met un peu en porte-à-faux. J'aime pas cette situation. Ce qui se comprend parce que c'est, derrière compliqué parfois d'expliquer, aux personnes, qui pensent savoir mais qui ne savent pas forcément qu'en fait, elles ont pas émis le bon jugement sur l'outil. On va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais un message à transmettre, aux auditeurs, concernant, à la fois, le projet que vous menez avec, à l'aide de la Gen AI, au Bon Coin et sur, d'autres thématiques, d'intérêt pour toi en lien avec l'IA? Bah, moi, je vous incite déjà tous à venir nous retrouver, au Summit, parce que au-delà de ce qu'on s'est raconté là, on aura vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, un vrai retour d'expérience avec, une mise en œuvre de plus de 6 mois et presque un an. Ça fera presque un an qu'on est sur le sujet, donc on aura vraiment des retours, je pense, quali, à fournir, avec plein de learning et probablement, des réussites et aussi des échecs. J'espère pas trop sur les échecs, mais bon, on verra ce que ça donne. Ouais, venez nous voir, parce que je pense il y a aussi, cette communauté TechRox qui est très forte, sur lequel on a des tas de leaders influents qui ont, beaucoup d'expérience, et sur lequel on peut aider la communauté. Donc, nous, on veut pousser l'écosystème, français, hein, donc, on est là pour ça. Et moi, je serai à dispo pour répondre à toutes les questions au summit, je serai là. Merci beaucoup Julien pour tout ce partage et tout ce teasing, concernant la table ronde, Gen AI dans les entreprises. N'oubliez pas de nous retrouver le 1er et le 2 décembre 2025 au Théâtre de Paris, pour le Tech Rock Summit 2025. On vous attendra avec impatience.